des dossiers réglementaires et également tout le suivi des mesures de réduction et de compensation que l'on met en place. Donc, on a effectivement dans ce cadre-là des suivis chiroptères. Voilà, et aujourd'hui, mes attentes, ben, c'est effectivement connaître un petit peu les actualités sur ce domaine. Et aussi, puisque cette année, je dois aménager des tunnels, enfin des gîtes à chiroptères dans certains tunnels qui vont être aménagés pour une voie verte. Donc voilà, bon, c'était histoire aussi de me tenir informée de l'actualité. Super, merci Anne. Mathilde? Oui, bonjour Mathilde Pinard, chargée de coordination mission paysage et patrimoine mondial sur le site du Pont du Gard. Donc nous avons des chiroptères dans une grotte, mais c'est pas nous qui faisons le suivi directement. C'est le syndicat mixte des gorges du Gardon qui sont en charge de la zone Natura 2000. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est les actualités aussi. Merci. Merci, Jérémia? Oui, bonjour, Jérémien Petit, responsable de gestion des espaces naturels au syndicat mixte Camargue Gardoise. Moi, je suis là parce qu'on a des enjeux chiroptères sur notre territoire et que dans le cadre d'un contrat natural cette année, on va aménager deux bâtiments en faveur des chiroptères et du coup, je suis là pour me mettre un peu dans le bain des actus chauves-souris. Merci. Diane? Oui, bonjour à tous. Donc, Diane Radola, chargée de mission Natura 2000 au syndicat mixte du grand site du cirque de Navacelles. Donc, je suis ici aussi donc très intéressée par tout ce qui est sujet sur les chauves-souris. Il y a beaucoup d'enjeux sur le territoire et notamment voilà des projets peut-être de fermeture temporaire de grottes et d'aménagement de tunnels. Donc voilà, très intéressée par la thématique aujourd'hui. Merci. David? Bonjour à tous, David Gomis, je suis chargé de mission écologie de la santé à la métropole de Montpellier. En dehors des suivis naturalistes Kiro et notamment en lien avec le plan Lumière, donc la stratégie Trame Noire de la métropole, il y a aussi des équipes de recherche qui travaillent sur la circulation d'agents pathogènes au sein des populations de chiroptères. Donc voilà, me tenir informé des actus naturalistes sur ces espèces. Je ne sais pas si on répond à tout aujourd'hui, hein, mais Non, non, mais moi, le volet naturaliste, c'est déjà très bien. ok. Julien? Bonjour à toutes et à tous, Julien Azema, donc responsable du service biodiversité à l'aglo-méditerranée, et je viens me remettre dans le bain. Parfait. Lucas? Bonjour, Lucas Mathieu, chargé de mission biodiversité pour PNR en colombienne, et notamment donc, sur des missions d'animation Natura 2000 en frontière et également sur la trame noire. Super. Ok. Rémi? Ah, on t'entend pas, Rémi. Petit problème de son. Rémi, PNR, Corbière-Fenouillède aussi. Bon, je passe la parole à Laure et si ça refonctionne, je te repasse la parole après. Bonjour, donc Laure Jacob, chargée de mission Milieu naturel faune flore au PNR des Grands Causes. Donc, voilà, en particulier sur l'animation des sites Natura 2000, donc beaucoup d'enjeux chiroptères, comme l'a mentionné Clara, un APB ancien, mais qui marche bien. Enfin voilà, aussi les actualités, tout ce que tu as évoqué. Et puis voilà, heureusement, on est là pour les raisons pour lesquelles tu nous as invités, avec plaisir. Oui. Voilà. Heureusement. Merci en tout cas d'avance. Merci d'avance. Merci Laure. Maura? Bonjour, Anna Mora, chargée de mission environnement et paysage à l'EPCC du Pont du Gard. Comme Mathilde a dit, on est là pour avoir plus d'informations, rester en actualité, même si ce n'est pas nous qui faisons les suivis directement, pour avoir bien les notions claires de comment toutes les informations nécessaires pour les suivre. Ça marche. Excuse-moi, du coup, j'ai interverti ton nom et ton prénom, hein, pardon. Non, pas de souci, c'est moi. Aurore? Oui, bonjour à tous. Aurore Villani du CPIE Pays Gersois. Je suis chargée de mission environnement et on a un site ENS en gestion. C'est une ancienne carrière avec des falaises et des petites cavités. Donc, on commence à faire des inventaires Kiro sur ce site. Donc, voilà, c'était pour avoir un tour d'horizon des actualités. Et puis, ça m'intéresse aussi tout ce qui est création d'APPB. Donc, voilà. Super.
Manique? Bonjour à tous. Moi, je suis chargée de mission Natura 2000 au Copage en Lozère et notamment sur deux sites dans lesquels on a des colonies de chauves-souris et sur lesquels on doit faire des études cette année. Parfait. Jérôme? Jérôme Busser, chargé de mission biodiversité et forêt au parc des Grands Causses. Euh, Moi, je m'intéresse particulièrement aux aspects trame nocturne, ça a déjà été dit. On a travaillé cet été sur l'efficacité de l'extinction en zone rurale. C'est un travail qui est mené à l'échelle de 6 parcs du Massif central. Donc, il y aura une restitution au mois de juin, voilà, côté actualité. Donc, on tâchera de vous tenir au courant. Et puis, par ailleurs, on travaille avec le CEN et le CNPF Occitanie sur les habitats forestiers et notamment la hêtraie du Lévézou avec un enjeu grande noctule sur ces boisements-là. Voilà. Ok. Et je veux bien effectivement que tu nous tiennes au courant de la restitution quand vous connaîtrez la date. Merci. Marion? Oui, bonjour, moi je travaille au PNR des Pyrénées-Ariégeoises sur un projet de réserve souterraine et on a plusieurs entrées Kiro, donc c'est pour ça que je m'intéresse à cette vision. Et merci. Naïmi? Oui, bonjour. Naïmi Roche-Verger, je suis animatrice Natura 2000 au PNR des Pyrénées-Ariégeoises. Et on a des sites Natura 2000 qui sont définis que pour des sites de grottes à enjeu chauve-souris. Après, on a cet enjeu-là qui se recroise sur plusieurs de nos sites. Et on a aussi l'outil APPB qui superpose. Et donc, comme l'a dit Marine, bientôt la réserve. Donc voilà, on est souvent là pour les Kirons. Merci. Aurélie? Oui. Ah, c'est Oui, bon. bonjour, excuse-moi, je suis en retard. Ouais, je suppose que tu veux qu'on se Pardon, oui, présente et c'est un qu'on... tout petit tour d'écran vite fait, en fait, pour que tu te Ok, présentes. excuse-moi pour le retard. Donc Aurélie Thibault, je travaille à la région Occitanie, je suis chargée de projet Parc naturel régional. J'accompagne en particulier le parc du Haut-Languedoc où il y a les sujets chauves-souris. Donc ça m'intéressait de participer à cette visio. Super. Tess? On ne t'entend pas. Ah, pas de caméra visiblement, pas de son non plus. Chargé de mission Natura 2000, Chiroptère. Donc, dans les Pyrénées-Orientales. Super. Merci, Tess. Le service développement, je ne sais pas qui c'est. Alors, bonjour. Oui, je pense que c'est moi. Voilà, c'est ça. Bizarre. Normalement, c'est mon nom qui apparaît. Donc, Cécile Amiel, je suis animatrice Natura 2000 des tourbières de Clarens. Alors, il n'y a pas de chiro déclaré sur le site, mais par curiosité, comme on en a sur le territoire, voilà, je suis venue. Et je suis désolée, normalement, il y a mon nom qui apparaît, mais là, je ne sais pas pourquoi. Ben maintenant, c'est Cécile, du coup. Voilà. Merci. Marine? Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis la collègue de Cécile. Donc, je travaille à la communauté de communes du plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Alors, vous, si vous voulez, je suis en charge de l'AVECO et des filières énergétiques sur Macomcom. Et on a des enjeux de développement de sites et notamment, il y a des enjeux Kiro sur ces sites-là. Donc, c'est plutôt une veille pour me tenir informée des actualités chauves-souris. Voilà. Ok, super. Merci, Marine. Avec plaisir. Alors, ça a un peu bougé. Claire? Claire? Oui, bonjour, Claire Boscus, donc animatrice Natura 2000 et zones humides au SMEAC, syndicat de la Garonne, et avec des enjeux chiroptères sur le site Natura 2000 qu'on est en train d'éteindre. Ok, merci Claire. Donc Mélina, je crois qu'elle s'est absentée. Et Emma? Oui, bonjour à tous. Salut Emma. Ok, c'est bon, ça marche. Donc Emma Lapic, je suis chargée de mission animatrice Natura 2000 à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, donc au nord de Montpellier, où on a notamment un site avec des enjeux chiro et notamment une cavité à enjeu national.
et voilà, des chiro dans le vieux bâti. Donc, je suis là pour aussi assurer une veille sur les évolutions de méthodologie, d'inventaire. Voilà. Ok, super. Merci. Ah, Mélina est revenue et en plus, tu as du son. J'ai du son. Bonjour à tous. J'ai peut-être même une caméra. Suspense. Oh. Du coup, donc Mélina Choupin, je travaille à la communauté de communes Vallée de l'Hérault, donc dans l'Hérault, et je suis animatrice Natura 2000 de plusieurs sites, dont un qui a pas mal de colonies de chauves-souris, que ce soit en grotte ou en bâtiment. J'ai entendu les collègues parler d'APPB. J'ai raté le début de la réunion, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Ça fait quelques années déjà qu'on parle de projets d'APPP sur certaines grottes où on a commencé par de la conservation de l'information et où on n'a pas forcément les résultats escomptés. Donc voilà, ce sujet m'intéresse aussi particulièrement. Parfait. Et Rémi, ça refonctionne? Alors normalement, oui. Oui. Ok, Super. super. Mais bonjour à toutes et à tous, pardon pour tout à l'heure. Donc Rémi Pesquet, je travaille avec Lucas au PNR Corbière-Fenouillède. Et je suis chargé de mission Natura 2000. Et depuis peu, là, je reprends l'animation d'un petit site Habitat Faune Flore qui est la vallée du Torgan, et sur lequel mes collègues avant réalisaient en interne en régie les suivis, avec notamment une belle colonie mixte de grands rhinos, petits rhinos et murins à oreilles échancrées sur un moulin, pour lequel on a des sacrés projets de rénovation, bien sûr en faveur des Kiros, et également une ORE qui a été signée depuis peu avec la propriétaire, le parc et le Seine-Occitanie. Et donc aujourd'hui, c'est un peu rentrer dans ce monde-là des Kiros, connaître les actualités, notamment un peu les dynamiques de pop à l'échelle régionale. Et puis ce qui se fait, moi je suis preneur de tout ce qui peut se faire effectivement sur les autres territoires de la région. Et merci en tout cas pour l'organisation encore des cafés géniaux. Oh, avec plaisir. Merci Rémi. Et Erwan, pour terminer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc désolé, j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur. Donc moi, je travaille comme Lucas et Rémi qui se sont présentés au parc naturel régional Corbière-Fenouillède. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps et je travaille sur la gestion des espaces naturels avec notamment une partie de mon travail sur la mise en protection réglementaire de certains sites, notamment sur une commune où on réfléchit, enfin sur plusieurs communes où on réfléchit à mettre en place des APPB ou potentiellement une réserve naturelle régionale, avec notamment des sites à chiroptères également. Donc c'est pour ça que je suis intéressé par les échanges. Ok, super. Eh ben, merci à tous. Et on va attaquer. Du coup, Émile, je te laisse. Enfin, Émile et Cyriac, je ne vous ai pas passé la parole, mais je vous laisserai vous présenter du coup en début de vos présentations. Et donc, Émile, je te passe la parole et je te laisse partager ton écran pour débuter. Et je ne vois plus Émile. Si. Ouais. Bonjour, vous m'entendez, c'est tout bon? C'est parfait. Mode diapo, par contre, peut-être? C'est tout bon. On est bon? Parfait. Ok. C'est à toi. Bonjour à tous. Je me présente, donc Émile Poncé. Je suis chargé de mission vertébrée au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie et donc à ce titre, j'interviens en grande partie sur le volet des chiroptères. Et je me fais un peu le porte-parole aujourd'hui de ma collègue Cathy Boléa qui n'était pas dispo aujourd'hui. Donc l'idée un peu de mon intervention, alors effectivement, je vais peut-être pas répondre à toutes vos questions là dans les 15-20 minutes, mais là voilà, moi mon propos, ça va davantage être axé vraiment sur vous tenir un peu informé des dernières actualités, la Kiro qu'on a sur la région et faire également quelques rappels voilà, sur la dynamique Kiro en Occitanie, que ce soit par rapport à la déclinaison régionale du plan national d'action. Je vais rebrosser un peu les différentes actions de ce PNA, de ce PRA en l'occurrence, voilà, pour vous tenir un peu informé de ce qui se fait. Donc, au niveau du plan, voilà, c'est ce que je disais. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, le plan régional d'action chiroptère, donc les actions et comment elles sont menées ces dernières années. Et enfin, du coup, les 2-3 dernières diapos seront axées sur les perspectives à court terme. Quels sont voilà les projets qui sont en cours de montage ou qui sont en projet pour les années qui viennent.
Et du coup, bon, ensuite, il y aura un petit temps de questions. Donc, tout d'abord, pour reposer un peu le contexte global, donc les chauves-souris sont des espèces soumises à PNA. Donc, en l'occurrence, il y a un plan national d'action pour les chiroptères qui a été initié en 2016. Donc, c'est la troisième déclinaison de ce plan national d'action. Donc, c'est un PNA de conservation du coup qui va s'étaler sur 10 ans. Donc, en l'occurrence, le PNA se termine déjà cette année. Donc, a priori, on devrait enchaîner ensuite sur la rédaction de nouveaux documents. Bon, ça, voilà, ça c'est vraiment pour le contexte national. Donc, le PNA Quiro est animé par la Fédération des conservateurs d'espaces naturels et est porté par l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, encore une fois, ça c'est pour le contexte global. Et ensuite, ce PNA est décliné dans chacune des régions de France avec des PRA du coup. Et là, en l'occurrence, côté Occitanie, donc il y a deux structures qui portent et qui animent ce PRA. Donc il y a le groupe chiroptère de Languedoc-Roussillon pour l'ancienne région Languedoc-Roussillon et le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie pour l'ancienne région Midi-Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'historiquement, en fait, le groupe chiroptère de Midi-Pyrénées est abrité entre guillemets au sein du conservatoire d'espaces naturels. Donc voilà, c'est comme ça que la structuration est faite avec ce double portage sur la région Occitanie. Donc vous avez un peu la liste des principaux partenaires associés sur la déclinaison régionale du PRA qui est juste en dessous. On va en reparler si nécessaire. Donc le plan Kiro, donc comme je vous disais, hein, à la fois le plan national, mais également la déclinaison régionale en Occitanie, donc c'est sur 10 ans, avec trois objectifs principaux que vous avez cités ici sur la diapo. Donc c'est assez classique, hein, des objectifs à la fois de connaissance, de conservation et de sensibilisation. Donc pour la connaissance, ça va vraiment être d'améliorer la connaissance globale des espèces pour assurer au mieux le suivi des populations et la conservation qui va avec. Une fois qu'on a ça, c'est essayer de prendre en compte au mieux les chauves-souris dans tout projet d'aménagement, les politiques publiques, et également aller sur de la conservation, de la préservation notamment des gîtes, mais également des habitats de chat, des habitats des terrains de déplacement, etc. Et enfin, c'est un peu ce que je fais là, du coup, soutenir le réseau et surtout informer un peu tous les acteurs impliqués dans la gestion des habitats à chauves-souris. Donc 10 actions principales, donc vous les avez listées ici, mais je reviendrai sur chacune d'entre elles par la suite. Et enfin, alors vous le savez, on a 36 espèces de chauves-souris à l'échelle de la France métropolitaine. Donc à l'échelle du PNA, parmi ces 36 espèces, une sélection a été faite de 19 espèces dites prioritaires pour le plan national d'action. En Occitanie, on a repris cette liste de 19 espèces, sauf qu'on a deux espèces qui ne sont pas présentes en Occitanie, donc de fait, on retombe sur 17 espèces que je présenterai juste après. Voilà. Donc les actions du PRA. Donc la première, c'est vraiment une action qui va être vraiment de connaissance, donc vraiment qui va toucher à l'amélioration des connaissances nécessaires pour améliorer l'état de conservation des espèces. Donc il y a trois volets principaux dans cette première action. Le premier, ça va être le suivi des espèces prioritaires. Donc voilà, les espèces prioritaires, vous avez les 19 que j'évoquais juste avant, moins du coup le murin des marais et murin du Maghreb qui ne sont pas présents dans la région. Du coup, on arrive bien aux 17 espèces réparties au sein de différents cortèges. Donc on a à la fois des espèces cavernicoles avec 4 espèces en bas à gauche. Vous avez les espèces forestières donc qui sont en haut à droite sur la diapo, les espèces anthropophiles en bas à droite et enfin le murin de Capaccini qui est plutôt une espèce inféodée au milieu humide. Voilà, donc en gros là dans le cadre du PRA, l'essentiel des missions de connaissances qui sont menées vont porter sur ces 17 espèces prioritaires, sachant que de toute façon, comme vous le voyez, en fait, ces 17 espèces sont réparties au sein d'un peu tous les cortèges possibles, et du coup, elles font un peu office d'espèces parapluies, puisque toutes les autres espèces présentes dans la région sont concernées par l'un ou l'autre des cortèges. Donc, toutes les actions de suivi, de protection qui peuvent être faites au titre de ces espèces prioritaires vont bénéficier de fait un peu l'ensemble des espèces de chauves-souris qui sont présentes
dans la région. Cinquième cortège que j'ai oublié, ce sont les espèces plutôt des milieux montagnards ou agro-pastoraux, on va dire, avec le grand rhinolophe notamment. Bon, voilà, c'est plus pour info, pour que vous ayez en tête vraiment cette priorisation sur certaines espèces. Car voilà, comme je l'ai dit, on a alors 36 espèces en France, 32 espèces en Occitanie, ça fait quand même beaucoup d'espèces. Et du coup, bon, c'est compliqué d'éclater les moyens, à la fois financiers, humains et techniques, sur l'ensemble de ces 32 espèces. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a resserré un peu la priorité des actions sur cette sélection. Deuxième action majeure, donc c'est la hiérarchisation du coup, des gîtes majeurs. Bon là, on le sait, hein, les chiro, elles ont plusieurs types d'habitats. Elles vont avoir l'habitat vraiment gîte, hein, alors des gîtes, que ce soit des gîtes de mise bas, des gîtes d'hibernation, des gîtes de transit, etc. Donc il y a toute une catégorie de gîtes, plusieurs types de gîtes selon la période de l'année. Et une espèce de chauve-souris va utiliser plusieurs types de gîtes au sein même d'une même année. Donc vraiment importance pour préserver les populations, préserver les espèces, de préserver au maximum l'ensemble de ce réseau de gîtes et intégrer à la fois voilà, les gîtes de mise bas, les gîtes d'hibernation, les gîtes de transit pour que les chauves-souris puissent mener à bien la totalité de leur cycle biologique. Donc là aussi, hein, bon, des gîtes à chauves-souris, il y en a un peu partout, hein. Ça va vraiment du petit gîte avec quelques petits rhinos, quelques pipistrelles derrière un volet, jusqu'à la cavité à plusieurs milliers de minioptères, hein. Donc là aussi, quand même, une quantité de gîtes potentiellement assez conséquente. Et donc là, de la même façon, un peu comme sur le nombre d'espèces, c'est compliqué d'intervenir sur la totalité des gîtes. Du coup, c'est pourquoi il y a eu un protocole qui est national, hein, c'est le même partout en France et il me semble même en Europe, mais je me doute. Mais en gros, une méthode pour hiérarchiser les gîtes majeurs, enfin pour hiérarchiser les gîtes. C'est une méthode qui s'appuie sur plusieurs facteurs, donc à la fois les espèces présentes à l'intérieur d'un gîte donné, les effectifs pour chaque espèce, le statut des espèces présentes, alors statut liste rouge, statut de protection, etc. Et enfin, le type de gîte. Donc, un peu tous ces éléments mis en perspective permettent d'élaborer et de donner une note à chaque gîte, avec ensuite des niveaux d'importance qui vont d'une importance niveau international, national, local, non, international, national, régional et local. Donc, voilà, c'est fait comme ça, c'est vraiment décroissant. Donc, c'est ce que vous avez sur la carte à droite de la diapo. Vous avez vraiment le pointage des gîtes majeurs de la région Occitanie. Donc, en l'occurrence, on est à 171 gîtes majeurs dans la région. Donc, une fois qu'on a cette carte-là, qu'est-ce qu'on en fait? Encore une fois, hein, c'est vraiment une vocation pour prioriser nos interventions. Donc, on a tout d'abord une veille qui est accrue, hein, sur ces sites majeurs. Alors, quand je dis une veille, ça peut être plein de choses, hein. Donc, c'est à la fois une veille en termes de suivi des populations qui sont à l'intérieur de ces gîtes-là, et également une veille en termes de conservation pour préserver au mieux ces gîtes d'importance. Donc là, cette hiérarchisation, donc elle a fait l'objet d'un rapport, hein, que vous avez, vous avez juste la première page du rapport là sur la diapo, qui est disponible sur demande auprès des animateurs du plan. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que cette liste des gîtes majeurs, en fait, elle est actualisée très régulièrement, tous les ans, voire tous les 2 ans maximum, en agglomérant toutes les nouvelles données de suivi qui peuvent être faites. Donc voilà, un gîte est susceptible d'évoluer d'une version à l'autre de la liste. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment qu'on puisse avoir connaissance de toutes les données de suivi qui peuvent être produites pour que cette hiérarchisation soit la plus proche possible de la réalité, de la vraie réalité, quoi. Donc vraiment important de faire remonter les données. Donc là, voilà, ça, j'insiste un peu là-dessus. Alors, je sais pas, dans le cadre des espaces que vous gérez, si vous faites des suivis en interne ou s'ils sont délégués à d'autres structures. Mais vraiment, ce point-là est un point particulièrement important et j'y reviendrai un peu à la fin de la présentation lorsque j'aborderai les perspectives. Juste par rapport à ça,
Là, je fais un peu d'auto-promo sur la base DB Kiro qui est hébergée au sein du CEN Occitanie pour le moment. En fait, c'est une base de données qui est vraiment spécifique aux chauves-souris et qui permet de renseigner vraiment des champs ciblés. Et c'est une base qui est construite pour les chauves-souris, hein, qui a été développée par la LPO Rhône-Alpes à l'époque et qui est aujourd'hui utilisée par la plupart des groupes chiroptères. Donc voilà, pas hésiter à se rapprocher du coup du CEN si jamais vous êtes intéressé pour saisir vos données dans cette base-là. C'est plus facile pour nous pour ensuite exploiter ces données-là qui sont ensuite remontées de toute façon au SINP. Autre point, bon je le disais, hein, les gîtes majeurs, une fois que la hiérarchisation est faite, ben, ça va être le suivi de ces gîtes majeurs. Donc là, encore une fois, hein, je ne sais pas si sur vos territoires respectifs vous faites des suivis en interne ou pas, mais là, le point sur lequel je vais particulièrement insister, c'est l'importance de la coordination pour éviter à la fois des oublis de gîtes. Hein. Ça peut arriver que des fois, il y a des gîtes qui soient pas suivis pendant une année ou même pendant plusieurs années d'affilée. Et surtout, le plus important, éviter les doubles comptages. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, hein, qui se voit encore. Donc là-dessus, pas hésiter à se rapprocher vraiment des responsables départementaux. Donc là, dans le cadre du PRA, donc il y a une liste aussi là qui est disponible sur demande, un peu des contacts du réseau Kiro pour chacun des départements. Donc là, sur la carte, je vous ai mis la liste. Alors, encore une fois, c'est une liste qui est évolutive hein, selon les mouvements des uns des autres et de la participation de chaque structure. Mais voilà, vous avez le nom des principaux contacts pour chacun des départements. Sachant qu'il y a deux têtes de réseau, hein, comme je vous disais, le PRA est animé par deux structures. Donc, à la fois le GCLR pour le côté ex-Languedoc-Roussillon. Donc là, c'est Madeleine Ponce qui est la référente. Et côté Midi-Pyrénées, donc Cathy Boléa, qui est voilà, référente pour l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc voilà, si vous devez mettre en œuvre des suivis, pas hésiter à contacter alors soit directement Cathy ou Madeleine en tant que tête de réseau, soit directement les référents pour chaque département, pour bien justement faire attention à cette coordination et éviter à la fois, comme je disais, des oublis ou à l'inverse des doubles comptages. Et ensuite, voilà aussi, ça peut aussi être l'occasion de discuter sur la méthode de comptage utilisée. Donc, il y a plusieurs méthodes protocolées qui existent hein, et qui peuvent s'appliquer selon les configurations de tel ou tel gîte. Donc là aussi, en se rapprochant des têtes de réseau du PRA, ça peut être l'occasion de discuter de la méthode la plus adaptée pour le gîte que vous avez à suivre. Deuxième action, donc là, c'est une action qui est davantage axée sur le côté sanitaire, puisqu'elle vise à organiser une veille sanitaire. Donc là, c'est notamment le réseau SMAC. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent. SMAC, c'est la surveillance des cas de mortalité anormale chez les chiroptères. Donc là, c'est un réseau qui est en grande partie animé par l'OFB, mais également par les responsables du PNA et PRA. Donc en gros, c'est en cas de découverte de cadavres de chauves-souris, des cas suspects, hein, ne pas hésiter là aussi à vraiment contacter soit les agents OFB, soit les têtes de réseau qui figuraient sur la carte de la diapo précédente pour faire remonter l'information et qu'ensuite les cadavres puissent être éventuellement récupérés, analysés pour comprendre ce qui s'est passé. Donc là, il y a deux enjeux à cette action-là. Donc à la fois les risques de transmission de maladies chauve-souris à l'homme. Donc il y a effectivement le cas de la rage hein, qui revient, qui est assez régulièrement évoqué. Donc il y a une surveillance là-dessus. Mais surtout, le principal objectif de cette action, c'est la surveillance des maladies en interne chez les chauves-souris, parce que ça fait clairement partie des menaces qui pèsent sur certaines populations, hein, notamment chez le minioptère. Hein. Au début du 21e siècle, il y a eu des régressions de près de 80% de certaines populations de minioptères à cause d'une maladie du coup propre à l'espèce. Mais l'intérêt de cette action-là, voilà, c'est d'essayer de comprendre un peu ces phénomènes et mieux les caractériser. Donc voilà, là aussi, pas hésiter à contacter, comme je disais, hein, soit les agents OFB, soit les têtes de réseau du PRA, si jamais vous êtes confronté à une découverte de cadavres suspects de chauve-souris lors de vos suivis, études ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'était pour les deux actions vraiment ciblées connaissances. Je vais aller un peu plus vite là sur les autres actions. En gros, la plupart des actions 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à l'action 8, c'est un peu les mêmes actions, sauf qu'elles vont s'appliquer à des types d'habitats différents. Bon, l'action 3 est un petit peu particulière puisque l'objectif c'est vraiment d'étudier et d'intégrer au mieux les chauves-souris dans l'aménagement du territoire. Donc notamment tout ce qui va toucher
les actions sur la pollution lumineuse, fragmentation de paysage, la trame verte et bleue s'inscrit dans cette action-là. Donc là, bon, on n'a pas d'action récente, nous, portée par le TRA sur cette thématique-là. L'action 4, ça va être la protection des gîtes souterrains. Donc là, un peu comme je disais tout à l'heure, hein, ça va être une veille sur les données disponibles, la mise à jour de la hiérarchisation, et ensuite essayer de mettre en œuvre des actions de conservation sur les gîtes identifiés. Donc conservation, comme je disais, ça va d'une veille animation foncière pour éventuellement faire de l'acquisition de gîtes, jusqu'à l'accompagnement des gestionnaires, la sensibilisation des usagers, etc. L'action 5, protéger les gîtes dans les bâtiments, c'est un peu la même chose, hein, sauf que là, forcément, dans les bâtiments, l'acquisition foncière est quand même un peu plus limitée, mais à minima, voilà, l'accompagnement des propriétaires et la mise en œuvre d'actions pour préserver au mieux les gîtes dans les bâtiments s'intègrent dans cette action-là. L'action 6, bon, c'est un peu la même chose, mais c'est vraiment ciblé sur les infrastructures de transport et les ouvrages d'art. Donc là, typiquement, ces dernières années, on a dupliqué quasiment dans tous les départements de la région des partenariats avec les services des routes, du coup des conseils départementaux. Bon, il y a dans chaque département, il y a des programmes de restauration, d'entretien des ouvrages d'art. Il se trouve que les chauves-souris fréquentent très régulièrement ce type d'ouvrage-là. Donc là, voilà, il y a toute une procédure, un protocole pour intégrer au mieux la présence des chauves-souris dans la planification des travaux qui peuvent être menés par les conseils départementaux dans le cadre de l'entretien des ouvrages d'art en question. Donc là, c'est quelque chose voilà, qui a pas mal été dupliqué ces dernières années. L'action 7, donc là, ça va concerner davantage la problématique éolien, l'impact des parcs éoliens sur les chiroptères. Donc là, récemment, donc, il y a une carte d'alerte qui a été créée, donc qui intègre là aussi plusieurs paramètres, la proximité des gîtes, les espèces présentes dans chaque gîte, les capacités de dispersion de chacune des espèces présentes, le degré de sensibilité de chacune de ces espèces-là au risque éolien, pour aboutir à la carte que vous avez ici sur la diapo. Donc là, c'est pareil, il y a quand même un enjeu assez conséquent et pas mal d'échanges en cours là par rapport à cette thématique-là. L'action 8, elle va donc être ciblée sur la prise en compte des chiroptères dans la gestion forestière. Donc là, c'est pareil, ces dernières années, c'est une assez grosse dynamique menée sur le groupe des noctules et notamment la grande noctule. Donc on a quelques noyaux de population identifiés dans la région de grande noctule. Donc là, il y a une attention particulière qui est menée sur les boisements à grande noctule, mais pas que. Il y a d'autres espèces qui sont concernées. Donc là aussi, on a une animation foncière sur ces boisements-là et également du coup un porté à connaissance auprès des gestionnaires des espaces forestiers. Enfin, l'action 9, c'est l'intégration des chiroptères dans les pratiques agricoles. Donc là, c'est une action qui n'a pas trop été mise en œuvre ces dernières années. Simplement, pour information, là, nous, au sein Occitanie, on porte un programme LIFE qui s'appelle le LIFE Biodis Paysanne, où on a un partenariat avec une soixantaine d'exploitations agricoles réparties sur l'ensemble de la région et des fermes qu'on accompagne pour améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité à l'échelle de leurs exploitations. Donc, des mesures en faveur des chiroptères sont en cours de test ou seront testées ces prochains mois, années. On était encore en train de finaliser la phase de diagnostic et du coup, de remonter des actions potentielles. Donc voilà, c'est un programme qui va nous permettre potentiellement de tester certaines actions pour les chauves-souris en lien avec le monde agricole. Et enfin, une dernière action du PRAC que j'ai pas mentionné sur la diapo, donc c'est une action plus transversale de suivi administratif, d'accompagnement global des acteurs. Alors, j'en parle simplement pour évoquer le cas des SOS chauves-souris, vu que c'est une démarche qui s'intègre dans l'action 10. En gros, on a là aussi un réseau de bénévoles, de partenaires répartis sur l'ensemble de la région pour accompagner tous les propriétaires privés, gestionnaires, etc., qui sont susceptibles d'avoir des problématiques avec les chauves-souris. Bon, ça rejoint un peu tout ce que j'ai déjà évoqué, hein, mais ça va de plein de choses, que ce soit une cohabitation difficile au sein d'un bâtiment, encore une fois, la découverte d'une chauve-souris blessée. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui recoupent cette thématique SOS.
Mais voilà, faut savoir que ça existe, que là aussi, la carte que je montrais sur les premières diapos avec les référents par département, bon, ben, ces référents servent aussi dans le cadre là des SOS à vous orienter vers telle ou telle personne pour prise en charge de la problématique que vous pourriez signaler. Donc voilà, c'est quand même un point important à signaler. Et enfin, pour les perspectives à venir, donc la principale hein, qui nous occupe pas mal ces derniers temps, c'est le dépôt d'un programme LIFE en faveur du minioptère de Schreiber. Donc le minioptère, c'est probablement l'espèce de chauve-souris qui présente le plus fort niveau d'enjeu à l'échelle nationale et un enjeu particulièrement élevé pour la région Occitanie puisqu'on accueille la majeure partie de la population du coup sur le territoire régional. Donc la région a quand même une responsabilité assez forte pour cette espèce-là. Et du coup, bon voilà, il y a eu la volonté là de créer, enfin de monter ce programme LIFE. Donc ce serait un programme LIFE qui serait national hein, pour le coup, qui serait porté par la SFEPM, avec du coup des partenaires associés dans dans chacune des régions. Donc en l'occurrence pour l'Occitanie, il y aurait plusieurs structures participantes à ce programme. C'est un projet qui est en fait un peu en stand-by depuis la fin des années 2010, avec la fin du LIFE Kiro Grand Sud, qui était un LIFE vraiment ciblé sur les espèces cavernicoles, dont le minioptère, qui s'est terminé en 2008. Et depuis, voilà, il n'y avait pas trop eu de suite à ce programme LIFE. Il y a eu quelques initiatives locales ou régionales pour quand même continuer à mener certaines actions. Mais il y a pas eu depuis 2008 de gros projets structurants autour de cette espèce-là. Donc là, c'est en cours d'y remédier avec le dépôt de ce life. Donc c'est une dynamique là du life qui a été relancée en 2021 grâce à Naomi Minioptère. Et le projet est en cours de montage depuis l'année dernière, 2024. Et là, la perspective, c'est un dépôt au second semestre 2025, si tout va bien, début 2026 au plus tard. Voilà. Donc bon, côté vraiment, je disais qu'il y avait quand même eu quelques dynamiques locales autour de l'espèce. Donc là, pour le cas de Midi-Pyrénées, on avait quand même un projet de préservation des gîtes à Chiroptère cavernicole qui ciblait notamment le Mignot et qui a eu lieu entre 2020 et 2024, pardon, avec un coportage Seine-Occitanie et l'ANA Seine-Ariège. Avec voilà donc là j'ai pas les chiffres pour l'Ariège mais une douzaine de cavités concernées en Midi-Pyrénées par ce projet donc sur les 4 ans du projet et donc voilà vous avez quelques chiffres en bas de la diapo sur les actions qui ont pu être menées. Autre perspective, donc on a la publication d'une liste rouge pour les chiroptères d'Occitanie. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui traîne un peu depuis pas mal de temps. Donc là, voilà, on a déposé une fiche action auprès de l'Adréal pour pouvoir construire cette liste rouge, sachant qu'en parallèle, Nature en Occitanie porte la liste rouge Occitanie des mammifères terrestres. Donc là, l'idée, c'était d'avoir les deux listes rouges mammifères qui sortent plus ou moins en même temps. Donc là aussi, j'en reviens à l'importance de la remontée des données pour que tout puisse être intégré comme il faut dans la liste rouge et qu'elle soit construite du coup là aussi au plus proche de la réalité. Et enfin, dernière perspective là qui est un peu plus floue, c'est la perspective d'un projet vraiment plus ciblé sur les espèces arboricoles et anthropophiles. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a mais qui est pas du tout, qui est pas à ce jour structuré. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour également là dans les années qui viennent. Et j'ai fait le tour. J'ai un peu dépassé le temps. Mais C'était voilà. pas grave, c'était intéressant. Merci beaucoup, Émile. On va laisser la place aux questions. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Déjà, il était demandé si la carte d'alerte pouvait être transmise en meilleure définition. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible ou Alors, normalement, la carte, là, elle est disponible sur le site de l'Adréal. Alors là, je me renseignerai, puisque c'est Cathy essentiellement qui avait porté ce projet-là. Je leur poserai la question exactement où se situe, où est accessible cette carte-là. Ok. Et je rajouterai dans le diapo qui vous sera transmis. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux départager ton écran juste pour qu'on se voit un petit peu mieux? Et il y a une question de Mélina qui demande si le projet Life Minioptère ne concerne que Midi-Pyrénées et pas Languedoc-Roussillon ou les deux? Si, c'est un projet, c'est un live qui est national même, qui est porté par la SFEPM, donc Société française d'études et de protection des mammifères. Donc c'est une association du coup à vocation nationale.
Et donc, il va porter vraiment le programme LIFE. Et ensuite, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de structures aux échelons régionaux. Et en l'occurrence, côté Occitanie, parmi les partenaires associés, donc il y aurait à minima donc le CEN Occitanie, le groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon. Donc encore une fois, chacun pour l'ancienne région, enfin leur ancienne région respective, donc Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et d'autres partenaires que bon, je vais pas vous faire la liste là, mais voilà, donc c'est vraiment, c'est pas que Midi-Pyrénées, c'est national, et du coup, bien sûr, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon inclus. Ok, merci Émile. Lucas? Oui, moi, c'était par rapport aux données dont vous parlez avec DB Kiro. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec MamaBase? Est-ce que ça remonte, les données de MamaBase remontent dans DB Kiro ou inversement? Alors, pas à ce jour, Ok, c'est en cours de discussion. ok, ok. Tess, si tu veux poser ta question à l'oral, peut-être si. Et pardon, juste par rapport aux données, de toute façon, que ce soit la même base ou DB Kiro, les deux bases remontent au Oui, c'est SIP bien. in fine. Donc voilà, on a quand même accès aux données des uns et des autres, mais à la base, elles sont pas dans la même, dans le même outil à la base. Ah oui, exact. Tu nous avais dit que tu n'avais pas de son, pardon, Tess. Du coup, une question de Tess Norel du département des PO. À qui doit-on demander pour avoir la liste des sites majeurs avec les enjeux de conservation? Alors la liste des sites majeurs, elle n'est pas encore disponible sur Internet. Le mieux, c'est de se rapprocher donc soit de Cathy pour Midi-Pyrénées, soit de Madeleine pour le GCLR, qui peuvent vous la fournir. Elle est disponible sur demande auprès du coup des têtes de réseau du PR. Merci, Émile. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour des questions. Moi, Non. du coup, juste pour confirmer, c'est peut-être, du coup, ça sert à rien d'envoyer les deux dans DB Kiro et dans MamaBase, parce que sinon, ça va faire les fameux doublons dont tu parlais, quoi. Pour l'instant, ça sert à rien, en effet. Ouais, ok. C'est juste une précision pour revenir sur la carte d'alerte là. Lors de la réunion du PRAC, Cathy avait dit qu'elle était disponible sur Picto. Oui, c'est ce qui me semblait, ouais. Mais Ouais. comme il y a eu pas mal de changements sur Picto ces derniers temps, je sais plus trop par quel chemin elle est accessible, donc je vais essayer de repréciser ça. Effectivement, historiquement, elle était sur Picto. Mais si vous avez un lien à fournir, effectivement, que tu peux insérer dans Dans la diapo. diapo ou m'envoyer que je le joigne au mail, Oui. c'est toujours plus simple. Oui. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose du coup qu'on passe à la présentation de Cyrielle. Et puis voilà, il y aura un autre temps de questions ensuite. De toute façon, suite à la présentation Cyrielle, je te laisse partager ton écran du coup et te présenter. Parfait. Par contre, on ne t'entend pas. Est-ce que ça va là? Là, c'est mieux. Parfait. Donc oui, pardon. Cyrielle Almodovar, animatrice Natura 2000 au Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Je suis animatrice de 3 sites, notamment les sites du Minervois avec de très gros enjeux chiro et de gros gîtes pour la préservation des chauves-souris. Et aussi d'un site qui rassemble 4 grottes avec également un très gros gîte d'enjeu international. Donc, je vais en parler un petit peu après dans les retours d'expérience. Là, l'idée, effectivement, c'est de vous faire déjà un retour d'expérience sur 2 points. Le premier, c'est l'organisation d'une journée technique territorialisée que nous avons fait avec tous nos partenaires. Et ensuite, vous parler un petit peu des projets d'APPB qu'on a sur le territoire. Donc, en ce qui concerne la première partie, sur l'organisation de la journée technique au sein du parc du Haut-Languedoc. Donc, l'organisation de cette journée est partie du fait que on a de très gros enjeux chiro de manière générale sur le territoire du parc du Haut-Languedoc, avec une vingtaine de gîtes qu'on suit. Donc à peu près 10 grottes, à peu près 10 gîtes bâtis.
et au moins, enfin, c'est pas au moins, c'est et quatre gîtes d'intérêt internationaux, donc trois dans le Minervois et un dans la Vallée du Georges. Je sais pas si vous voyez ma souris, par contre, sur la présentation. Si, on la voit. Oui, ok, donc voilà. Euh, donc le problème, entre guillemets, c'est que on a bon, une situation géographique un peu particulière puisque le parc est à cheval sur deux départements, donc le Tarn et l'Hérault. Et les sites Natura 2000 du Minervois, donc là tout en bas, dépassent, donc le territoire du parc que vous avez en violet, dépasse aussi largement du territoire du parc et empiète aussi sur le département de l'Aude. Donc on travaille en fait sur trois départements, ce qui fait qu'on travaille aussi avec trois partenaires prestataires pour ce qui concerne nos suivis Kiro. Donc, on travaille avec le GCLR pour la partie héroltaise principalement, le Seine pour la partie tarnaise et le groupe de Rivaz pour l'Aude et qui s'étend en fait, il nous suit tout le territoire du Minervois. Pour tous ces sites, donc on a 14 sites Natura 2000 sur notre territoire. On a donc trois animateurs Natura 2000, trois prestataires sur trois départements, ce qui fait en fait qu'on avait des méthodologies de suivi qui étaient assez différentes en fait d'un site à l'autre, d'un département à l'autre, en fonction de nos prestataires, mais aussi en fonction des habitudes de travail qui avaient été prises depuis quelques années. Euh, et donc des suivis qui étaient assez indépendants les uns des autres. Souvent, on zoome un peu à l'échelle de notre site et on oublie un peu de regarder ce qui se passe à une échelle un peu plus dézoomée. Donc, après avoir fait donc nous, on s'est beaucoup formés, nous les animateurs Natura 2000 déjà au suivi Kiro, donc on en fait plusieurs nous-mêmes quand c'est possible de les faire. Ce qui fait aussi qu'on a pas mal échangé entre nous sur les retours d'expérience qu'on avait d'une cavité à l'autre en fonction des méthodologies de suivi déjà. Euh, on s'est aussi questionné sur le fait que les espèces dépendent souvent d'un réseau de gîtes et pas d'un seul gîte. Donc, ce serait bien d'avoir une vision un peu dézoomée de nos populations et des tendances que nous avions. Voilà, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des espèces, donc Émile le disait tout à l'heure, qui avaient vraiment besoin d'avoir des suivis synchronisés à une échelle régionale, par exemple le Minioptère, pour essayer d'avoir une vision la moins biaisée possible, on va dire, de la population régionale. Et aussi, surtout, une volonté de diminuer au maximum le dérangement des espèces lors de nos comptages. C'est vrai qu'on avait encore jusqu'à présent beaucoup de comptages où on rentrait dans les cavités quasiment systématiquement. Et donc, en échangeant entre nous et sur la méthodologie que nous avons vue, on s'est questionné sur le fait de faire évoluer nos méthodologies de comptage. Et donc, ça nous a poussé en fait à organiser donc cette journée technique. Donc, l'idée, ça a été de contacter tous nos prestataires partenaires et de les mettre autour d'une table pour leur présenter en fait tous nos gîtes et échanger ensemble sur ce qui convient de mieux pour les gîtes en fonction des enjeux. Donc concrètement, c'est un exemple de diapo en ce qui concerne un gîte qu'on a pu présenter. Donc l'idée, c'était de présenter dans un premier temps les enjeux du gîte en question, donc en fonction déjà de sa hiérarchisation par rapport au PRAC, les espèces concernées, à quelle période elles étaient là. De faire un point aussi sur les méthodologies de suivi actuelles. Donc, voilà, aujourd'hui, sur cette grotte, on fait 4 passages à chaque saison de telle manière. Donc, est-ce que c'est un comptage visuel en rentrant dans la cavité? Est-ce que c'est un comptage en sortie de gîte? Euh, à quelle période? Voilà, donc, c'était vraiment faire un bilan sur ça. Et ensuite, parler aussi des modalités de gestion et d'accès euh, des cavités. Donc, on a des grottes qui sont fermées, on a des grottes qui sont ouvertes, on en a où il y a des comités de gestion, on en a où il n'y a rien du tout. Voilà. Et donc, avec tous ces éléments, c'était induire une discussion avec les différents experts qui étaient présents euh,
ben voilà, pour échanger sur est-ce que la méthodologie en place, elle est pertinente ou pas, est-ce qu'il faut la faire évoluer. Euh, c'était, c'était intéressant parce que du coup, ça permet aussi d'avoir une vision de quelqu'un qui connaît pas forcément le site, mais qui est quand même expert dans le domaine. Donc, des fois, on a un peu la tête dans le guidon quand on fait les choses. Donc, ça nous permettait vraiment d'avoir ce point de vue extérieur. Donc, effectivement, pour nous, cette journée-là, elle a été intéressante. Elle a été très utile pour diverses raisons. La première a été que on a eu un avis technique qui a été vraiment débattu avec plusieurs experts qui avaient chacun leur méthodologie de travail et qui a pu être vraiment discutée. Ça nous a permis aussi d'avoir une vision un peu plus claire de la stratégie de suivi à mettre en place sur chacun de nos gîtes. Donc, on en est ressorti de là avec vraiment un tableau en disant, bon, ben voilà, pour ce gîte-là, il faut qu'on le suive à telle et telle période avec cette méthodologie-là. Euh, le nombre, ça a été vraiment très précis, hein, c'est le nombre d'opérateurs pour le suivi, c'est qui le fait aussi. Donc, comme je l'ai dit, nous, on s'est formé au suivi. Donc, quand les suivis sont, entre guillemets, faciles, on on a convenu aussi avec nos partenaires que c'était le parc qui les ferait. Quand c'est plus compliqué ou que l'enjeu est vraiment important, à ce moment-là, on continue à travailler avec nos partenaires en tant que par prestation. Et donc, ça nous a permis évidemment de mettre en réseau tous les acteurs du territoire qui sont amenés à travailler sur la thématique chauve-souris. On a eu aussi un retour assez positif de nos partenaires. Alors, on avait un peu peur en organisant la journée que ça nous serve qu'à nous. Et finalement, on a eu des retours assez positifs, puisqu'ils étaient assez intéressés sur le fait de découvrir des gîtes qu'ils ne connaissaient pas forcément, euh, et de voir comment ils fonctionnaient et les enjeux qu'il y avait dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, ce côté regard extérieur et avec d'autres collègues permettait aussi de répondre à certains questionnements qu'on se posait et qu'ils se posaient sur certaines cavités en termes de méthodologie, de proposer des méthodologies à tester sur les gîtes où on avait le plus de difficultés de comptage, par exemple. Et surtout, ça leur a aussi permis à eux d'avoir une vision dézoomée à l'échelle d'un territoire qui est le parc sur les populations de chauves-souris. Voilà, ça c'était en ce qui concerne l'organisation de la journée technique avec nos partenaires. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse les questions sur ça et ensuite on parle de la PB ou... On peut effectivement couper la présentation en deux et faire les questions au milieu s'il y en a. C'est une bonne idée. Ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Rémi? Oui, bonjour Cyril, merci pour la présentation. Je voulais te demander, vous avez surtout des suivis à vue, c'est-à-dire soit en sortie de gîte, soit comment dire, en pénétrant dans la grotte ou le gîte bâti, ou est-ce que vous avez aussi des enregistrements ou autres méthodes de suivi? Ah, alors on avait effectivement quasiment que des suivis à vue, donc soit en comptage visuel en rentrant dans le gîte, soit en sortie de gîte par acoustique suivi actif, quoi. Euh, mais justement, à l'issue de cette journée-là, il y a une ou deux cavités où on s'est justement dit que ça pouvait être intéressant plutôt que de mobiliser des gens pour faire un comptage où on sait que le résultat, il n'est pas forcément attendu. On ne sait pas s'il y a des kilos à cette période ou pas. Donc, mobiliser et dépenser de l'argent en suivi pour quelque chose où autant on n'aura personne, ça nous a permis effectivement de se dire, sur une ou deux cavités, on va poser des enregistreurs à la sortie et pour voir ce qui se passe et ensuite on adaptera. Donc c'est matériel fourni par les partenaires spécialisés ou Oui, ouais. oui, oui, c'est généralement dans nos, dans nos suivis qui sont faits par les prestataires. Après, nous, on a aussi du matériel en interne qu'on peut poser si besoin.
Donc ça, après, c'est un échange avec nos prestataires, s'ils ont le matériel disponible sur le moment ou pas. Mais, euh, mais oui, c'est soit l'un, soit l'autre, on s'adapte. Ok, merci. Alors, Julie, je crois que je vois tes lèvres bouger, mais que Tout tu à ne... fait, c'est à mon tour de ne pas mettre le micro. Donc, je disais, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie, sur cette première partie concernant les suivis coordonnés? Je ne vois pas de main se lever, mais n'hésitez pas, on a du temps pour les questions. Sinon, Non. j'enchaîne, hein, ça Eh viendra bien, peut-être écoute, après. ça viendra peut-être après. C'est à toi. Donc, l'autre retour d'expérience que nous avions à vous partager était donc les projets d'APB que nous avons sur notre territoire. Donc, aujourd'hui, on a 2 projets d'APB qui sont lancés. Donc, le premier, je vais vous faire un petit topo c'est assez rapide. Donc, c'est sur les grottes de Julio, donc qui se trouvent à Saint-Vincent-de-Lars, qui sont en fait 2 grottes, donc la grotte du Poteau et la grotte de la Vézelle. Donc, ce sont des grottes avec un intérêt international pour la protection des chauves-souris, notamment en ce qui concerne le rhinolophe eurial. Donc, historiquement, les grottes sont à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. Historiquement, on avait l'hibernation principalement du rhinolophe eurial, mais aussi de quelques grands rhinos qui se faisaient à la grotte du Poteau. Et la mise bas et l'estivage qui se faisait principalement, enfin c'est pas principalement, qui se faisait exclusivement à la grotte de la Vézelle. Donc au départ pour le rhinolophe le Minioptère de Schreber et le Murène cappuccini. Euh, Ces dernières années, nous n'observons que le rhinolophe eurial en reproduction sur cette cavité-là. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que dans le cadre du LIFE sur les cavernicoles qui avait été fait dans les années 2000, 2005-2010, quelque chose comme ça, je ne sais plus les dates, mais en tout cas en 2007 avait été posée donc une grille sur la grotte de la Vézelle. Donc cette cavité avait été mise en protection physique et donc c'était en 2007 et depuis cette date on observe un report assez net des populations de rhinolophe eurial vers du Poteau vers la Vézelle. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la grotte du Poteau on a essentiellement des enjeux en ce qui concerne le transit automnal et quelques bêtes en hibernation, mais on est plus sur l'ordre de la dizaine, donc c'est pas grand-chose par rapport à ce que c'était avant. Et par contre, en fait, les bêtes se sont déplacées dans l'autre cavité qui a été mise en tranquillité, donc à quelques mètres. Et donc la grotte de la Vézelle qui rassemble aujourd'hui tous les enjeux à chaque saison, donc tant en hibernation qu'en reproduction, mais aussi ces dernières années, on a relancé les suivis en période de transit printanier et automnal. Et on a du monde tout le temps sur cette cavité-là. Ce qui nous a en fait mené dans un premier temps, en plus de la protection physique, donc ce sont des cavités qui sont en propriété départementale, donc ENS. On a un comité de gestion qui est en place. Et donc, on a rassemblé un comité de gestion en 2021 pour rediscuter de l'accès à la grotte de la Vézelle notamment. Enfin, bon, des 2 grottes, mais le cœur du sujet était vraiment la Vézelle, puisque donc elle était fermée par un périmètre grillagé depuis 2007 et il y avait des périodes en fait d'ouverture qui étaient possibles au printemps et à l'automne. Donc, quand on s'est rendu compte de l'enjeu grandissant sur cette cavité-là, on a fait un nouveau comité de gestion pour rediscuter avec les acteurs sur les modalités d'accès. Et donc, il a été convenu que la grotte, en fait, en gros, serait fermée toute l'année, sauf du 15 septembre au 31 octobre, où elle pourrait être ouverte sur demande avec des modalités très strictes, donc c'est-à-dire pas plus de 5 personnes dans la cavité, un intervalle de 2 semaines à respecter entre chaque visite minimum et des préconisations, des modalités d'accès plus
générales, on va dire, en ce qui concerne l'éclairage, le bruit, voilà, tout ça, c'est des petites recommandations en plus. Et surtout, l'accès est aussi fait obligatoirement avec un des gestionnaires de la cavité, donc c'est-à-dire que soit le département, soit le parc, soit le GCLR accompagne le groupe qui rentre dans la cavité pour être sûr de ce qui est fait dedans et donner les recommandations adéquates en fonction des situations. Donc on est sur une cavité qui est très très encadrée au final. Et bon, les modalités sont plutôt respectées. Par contre, donc on avait mis en place des pièges photos hein, pour sûr s'il y avait de l'intrusion ou pas. Il y a quelques intrusions, mais qui sont assez rares, mais qui existent quand même. Et donc on s'est dit que pour avoir un peu plus de poids et surtout pour donner des suites à ces intrusions-là et vraiment dissuader la pénétration dans la cavité, on voulait se doter donc d'un outil juridique plus fort. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'APB. Donc en 2020, ah oui, mon clavier marche pas, c'est pour ça. Euh, en... Je vais peut-être d'abord parler du calendrier. Donc en 2023, en fait, fin 2023 a été décidé par le comité de pilotage de mettre en place cette APB. Donc nous avons rédigé une note technique, j'ai mis 2023, en fait c'est 2024. Non, ah, c'est bon, c'est ça. Donc en fait toute l'année 2024 a été dédiée à la rédaction d'une note technique, donc je vais vous montrer tout à l'heure, enfin vous présenter rapidement. Euh, je peux faire maintenant en fait. Donc cette note technique, elle a été rédigée par le parc, le département et le GCLR. Donc c'est vraiment ça, ce qui est transmis au service de l'État sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour la prise de l'arrêté. Donc l'idée de cette note technique, c'est donc nous on s'est inspiré de ce qui avait été fait sur Pézenas, où il y a un APB aussi qui avait été mis en place. Donc avec une présentation générale du site, les parcelles qui seraient concernées aussi par le projet, les gestionnaires et la gestion en cours, les enjeux socio-économiques, donc en ce qui concerne la fréquentation, donc avec l'étude de fréquentation que nous avions menée via les pièges photos et ce qui était connu historiquement. Tous les enjeux écologiques, évidemment, sur ces cavités-là et les pressions et les menaces qu'il peut y avoir en termes de dérangement. Et enfin, des propositions techniques à intégrer dans le projet d'APB. Donc, cette note-là, en fait, elle a été transmise au service de l'État, donc à la DDTM, fin 2024. Et donc, en fait, on a décidé en copile, avec les services de l'État aussi, de créer un groupe de travail restreint pour vraiment travailler sur la rédaction en tant que telle de l'APB. Donc là, c'est ce que nous faisons actuellement. Donc, on s'organise. Donc, la DDT fait un premier jet d'arrêté. Ensuite, on se met tous autour d'une table. Donc, il y a le département, le GCLR, le parc, mais aussi l'OFB, puisque c'est eux qui mettront en œuvre en soi s'il y a des poursuites, des sanctions qui doivent être prises, ce sera plutôt la PB. Donc c'est aussi important de les avoir dans la boucle pour que eux euh, nous disent si oui ou non c'est applicable en fait ce qu'on veut inscrire dans ces projets d'APB. Donc voilà, donc là on en est là. Les groupes de travail, les réunions de groupes de travail sont passées. On a eu donc là la DDT doit rédiger un projet au propre pour dernière relecture et ensuite donc il y aura la consultation publique, les consultations parce qu'il y a les consultations des collectivités, ensuite consultation du grand public, etc. Il y a aussi la saisie du CSRPN pour avis. Donc tout ça, ce sera fait dans le courant de l'année pour espérer prendre l'arrêté pour fin 2025. Voilà. Donc ça, c'est sur les grottes de Julio. Alors je parle de l'arrêté, mais en fait en discussion, ça va être. On pensait prendre un arrêté qui prenait les deux cavités, parce que même si aujourd'hui il y a moins d'enjeux sur la grotte du Poteau, on se rend bien compte que il y a de la il y a alors elle est fréquentée par les chauves-souris à l'automne et il y a quand même enfin là dernier comptage il y avait quand même 600 rhinolophes c'est pas rien. Euh,
Et sauf qu'en fait, cette cavité-là, pour le coup, elle n'est pas du tout protégée physiquement. Elle est accessible toute l'année. Il y a juste une partie du réseau qui n'est pas accessible. Donc l'idée, c'est dans les années à venir, discuter avec les personnes qui fréquentent cette cavité-là, de modalités d'accès, de périodes d'interdiction, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit que, quitte à faire un APB, on allait intégrer aussi le poteau. Donc, aujourd'hui, les modalités qui seront mises en place dans l'APB, ce sont celles qui ont été vues en concertation en comité de gestion. Donc, il n'y a pas de surprise pour les personnes qui fréquentent les cavités-là. Donc, c'est pour ça qu'il a été plutôt bien accepté aussi par les acteurs locaux. On est aussi actuellement en train de mener, donc là on a eu une réunion avec la commune pour les mettre au courant du projet, pour leur expliquer le projet aussi, parce que on sait très bien, bon déjà il faut que la commune soit au courant, etc. Mais on sait aussi très bien que du moment où le projet va être un peu plus divulgué, il va y avoir des questionnements, les habitants qui vont poser des questions, pourquoi on fait ça, et qui risquent aussi d'avoir des fausses idées sur les motivations de la mise en place de l'APB. Donc, on essaye aussi de désamorcer ça, donc d'une part avec des rendez-vous avec la commune pour que eux puissent répondre à tous ces questionnements envers leurs administrés, mais aussi on va organiser au printemps une journée de sensibilisation du grand public. Donc, ce sera une journée axée sur les chiroptères de manière générale, où on abordera à un moment donné ce projet d'APB pour leur expliquer en fait ce qui se passe sur leur commune, quoi. Voilà, donc, c'est vraiment pour essayer de faire accepter le plus possible localement ce projet-là, pour qu'il n'y ait ensuite pas de problème dans sa mise en œuvre, quoi, et son application. L'autre projet, très rapidement, parce qu'il est pas aussi avancé, c'est donc sur les grottes de Bise-Minervois, donc dans le site du Minervois, donc sur le département de l'Aude cette fois. C'est également, donc ce sont également des grottes d'intérêt international. Donc il y en a deux aussi, donc il y a une grande grotte, une petite grotte. La grande grotte est fermée aussi par un périmètre grillagé, sauf que là, par contre, on a vraiment beaucoup, beaucoup de pénétration. On a des gens, enfin l'année dernière, on a des gens qui ont fait un feu à l'intérieur de la grotte. Donc là, on est vraiment sur des enjeux autres, parce que sur Julio, c'est quelque chose, la réglementation est assez acceptée, et puis il n'y a pas trop de dérangements. Là, sur Bise Minervois, alors le projet est tout à fait accepté par la Fédération de spéléo de l'Aude, par la commune qui est propriétaire de la cavité. Et donc, on travaille avec eux pour la mise en place de ce projet-là. Donc, c'est une grotte qui rassemble surtout des enjeux à la période de mise bas. Et donc là, on en est vraiment au tout début, puisqu'on a validé en fait au COPIL de fin d'année 2024 la volonté de mise en place de l'APB sur ces cavités. Et donc, on va travailler à la rédaction de notre note technique cette année en 2025. L'idée, c'est d'essayer de suivre le même format qu'on a pu faire sur les grottes de Julio, notamment avec cette partie groupe de travail qu'on a trouvé très intéressante. Autant pour nous, gestionnaires, parce qu'au moins on peut vraiment faire part au service de l'État ce qu'on attend de cette APB, et autant pour l'OFB, du coup, qui eux vont mettre en œuvre et avoir leur retour vis-à-vis de ça. Voilà. Si vous avez plus de questions, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais sinon, globalement, on en est là. Merci beaucoup, Cyrielle. Alors, il y a déjà une question dans le chat. Je ne sais pas qui va pouvoir y répondre ou si tu pourrais y répondre sur est-ce qu'on connaît le nombre d'APPB Kiro en Occitanie ou en LR et Midi-Pyrénées? Émile, peut-être, je ne sais pas. Non, je me suis noté la question là, mais là tout de suite, je ne saurais pas y répondre. Très bien. Et ensuite, y a-t-il ensuite un projet d'intégration stratégie nationale aire protégée du parc de cette APPB? Oui, de fait, oui, les APB sont en protection forte, donc ça va contribuer aussi aux objectifs de mise en protection forte sur notre territoire dans le cadre de la SNAP. Mélina?
Oui, Cyrielle, j'avais une petite question. Tu parles de comité de gestion pour les grottes. Est-ce que tu peux préciser, en fait, du coup, c'est un peu une instance de concertation. En plus du COPIL, vous avez des Oui, réunions c'est un peu ça. plus locales. Est-ce que tu peux préciser qui fait partie de ces comités de gestion, à quelle Oui. fréquence ils se réunissent? Alors, les comités de gestion, donc, ils sont pas systématiques hein, sur nos cavités. On les crée quand il y a des gros enjeux de fréquentation humaine et par rapport aux enjeux écologiques. Donc aujourd'hui, en fait, je crois on en a trois donc sur nos trois gîtes cavernicoles principaux, donc sur les grottes d'Elden, sur les grottes de Bise et sur les grottes de Julio. C'est en plus du copil en fait, parce que donc le copil, bah, c'est, bon, vous le savez, hein, c'est un arrêté, donc c'est pas n'importe qui est invité à un comité de pilotage et qui peut y participer. Et donc là, l'idée, c'est vraiment dans un comité de gestion de mettre même les acteurs très locaux, donc les clubs locaux de spéléo, par exemple, les spéléos indépendants qui organisent des sorties spéléo dans les cavités ou autres, sont également invités à ces comités de gestion. Donc en fait, on a on a les experts naturalistes donc qui suivent la cavité, le parc et le propriétaire. Donc là, en ce qui concerne Julio, c'est donc le département et c'est d'ailleurs le département qui est en charge de l'organisation de ces comités de gestion en tant que propriétaire. On a Hérosport, on a la fédération du coup de spéléo départementale, les antennes plus locales, donc les clubs spéléo locaux et les autres offices de tourisme aussi. Voilà. Ça, ça, ça fait presque un peu doublon en fait avec les copiles, sauf qu'en fait on a fait ça comme ça parce que en copile j'ai quatre cavités et se focaliser en copile sur pendant 2 heures sur la gestion d'une cavité c'était pas possible quoi. Donc quand on a des gros changements comme là par exemple les modalités d'accès qui doivent être décidées, on organise un comité de gestion. Donc du coup c'est pas du tout annuel. C'est vraiment en fonction de l'évolution des enjeux, en fonction de si quelqu'un souhaite si un de nos partenaires nous dit, bah, il faut vraiment changer la façon dont fonctionne, dont est gérée cette cavité-là, à ce moment-là, oui, on peut le rassembler. Et sinon, quand il n'est pas organisé, en fait, on considère que le comité de pilotage fait un peu office de comité de gestion euh, quand il y a pas de grandes questions à traiter, quoi. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, mais j'étais en train de parler sans le micro, donc encore ça fonctionnait beaucoup moins bien forcément. Donc je donnais la parole à Clara. Oui, bonjour, merci Cyrielle pour la présentation. Bon, au final, la réponse que tu as donnée juste avant a répondu en partie à vos questions, mais voilà, c'était par rapport aux intrusions qui avaient été constatées dans les grottes, etc. Est-ce que c'était des personnes juste par curiosité, tourisme ou autre? Est-ce que c'était plutôt du côté spéléo? Et comment ça se passait justement avec voilà, les comités de spéléo sur ces questions? Comment vous aviez pu amener cette nécessité de fermer les grottes et comment ça avait pu être reçu aussi. Euh, alors, c'est très différent d'un site à l'autre. Les intrusions qu'on a, en tout cas, donc moi je suis l'animatrice sur les grottes de Julio, donc c'est pour ça que je vous parle principalement de cette cavité-là. Sur Bisminawa, c'est ma collègue Juliane qui gère, mais bon, je suis un peu. Sur Julio, les intrusions qu'on a, c'est surtout, oui, je pense, des gens qui sont un peu de passage. Bon, déjà, faut vouloir y aller aux grottes, faut savoir qu'elles y sont quand même. On passe pas devant comme ça, mais je pense que les jeunes localement, c'était surtout ça. Bah, ils voient la grille et ils passent par-dessus, ils vont voir ce qu'il y a avec le téléphone. Maintenant, le problème, c'est qu'on a les lampes, tout le monde sur notre téléphone, donc ils rentrent. Après, c'est entre 10 et 15 minutes dans la cavité, donc je pense qu'ils restent vraiment à l'entrée et ils vont pas beaucoup, ils vont pas très loin. Après, en fonction de où se trouvent les bêtes, ça peut être quand même dérangeant, de toute façon. Donc, l'idée, c'est que, bon, ces intrusions-là, pour le coup, on peut pas se servir du piège photo pour faire des poursuites, entre guillemets. Aujourd'hui, on a un dossier qui est en cours
parce qu'on a eu une intrusion avérée, manque de peau pour la personne, c'était lors d'un comptage. Donc pendant le comptage, en fait, on a quelqu'un qui est sorti de la cavité, là qui était clairement spéléo. Euh, donc là, on a une procédure en cours. Et, et donc, c'est accepté parce que, alors avec le en fait, sur Julio, ça a été vraiment accepté parce que on a eu cette négociation à un moment donné de dire, ben, on ferme la vaisselle, mais par contre, la grotte du poteau, elle est laissée pour utilisation quasiment toute l'année. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a trouvé ce compromis-là. Et donc, sur la vaisselle, c'est plutôt bien accepté. Sur les grottes de Bise-Minervois, c'est un peu plus difficile de cadrer ça parce que pour le coup, c'est sur un site où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se baladent. Et donc là, c'est vraiment des gens, c'est pas du tout spéléo, les intrusions, c'est vraiment des gens lambda qui passent la grille le soir, en week-end, et qui vont se balader. Donc là, ça va être c'est plus difficile à cadrer en termes de modalité d'accès, hein. La grille, elle est immense, hein. Faut vraiment vouloir le faire quand même pour entrer. Et par contre, du coup, là, l'APB, il a vraiment vocation à dissuader ça, quoi. Parce que sur la VZL, l'APB, c'est vraiment un outil en plus au cas où, vu l'enjeu de la cavité. Sur Bise, là, c'est un outil qui est incontournable, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus que ça. Clairement, Mais c'est c'est quand même relativement accepté puisque c'est la commune qui est propriétaire, qui nous suit complètement sur ces enjeux-là, qui est très à l'écoute et volontaire. Donc c'est accepté localement et aussi avec les spéléos parce que c'est pas une grotte où il y a un gros enjeu spéléo aussi. Par contre, on a d'autres cavités comme la grotte d'Alden qui là mériterait typiquement un APB, mais qu'aujourd'hui on n'a pas lancé la dynamique parce que c'est localement très très compliqué les relations avec les gestionnaires, les propriétaires. Voilà. Donc on y réfléchit de plus en plus parce qu'aujourd'hui il y a presque plus que ça qui va s'offrir à nous. Mais pour le coup, là, je pense que ce serait un exemple d'APB où ça va être plus chaud. ok. Merci beaucoup. Merci Cyrielle. Erwan? Oui, merci pour la présentation. Bah, du coup, il y avait une de mes questions qu'on vient d'évoquer justement, c'était sur la relation avec les spéléologues. Et mon autre question justement, c'était plutôt sur la relation vis-à-vis des communes, quel était leur rôle dans la création des APPB. Bah, du coup, j'ai cru comprendre que ça dépendait aussi de qui était propriétaire, selon que ce soit le département. Mais voilà, est-ce que les communes sont impliquées et est-ce qu'elles doivent approuver ou non ces projets d'APPB en conseil municipal, par exemple? Alors non, il n'y a pas besoin de... L'APB peut être imposée par le préfet, ça c'est un fait. Après, aujourd'hui, nous, on essaye vraiment de le faire en concertation pour qu'il y ait une adhésion vraiment locale à ce projet et que ce soit vraiment respecté. Après, le propriétaire, là, effectivement, sur Bis, c'est la commune qui est vraiment ouvert et qui est moteur aussi hein, sur ce projet-là. Donc oui, on travaille bien avec eux. Sur Julio, le département est le propriétaire, donc du coup, la commune est plus au courant, mais pour les mettre au courant du projet, plus qu'autre chose. Mais ça a été plutôt bien accepté, même si au début, voilà, suite à la réunion qu'on a eue, quand j'ai discuté avec l'élu qui suit un peu ça, elle m'a dit, bah, heureusement que vous êtes venu parce que moi, quand j'en ai parlé, ça a tout de suite été les levées de boucliers. Ah, mais ils vont préempter partout, on va plus avoir le droit de rien faire. Voilà. Donc ça a vraiment été, je pense, très bénéfique de faire cette réunion avec les communes pour que ce soit accepté et surtout compris en fait. Et en fait, eux, concrètement, ils attendent qu'est-ce que ça va changer pour nous demain, quoi. Merci Cyrielle. Dominique? Ah, on Le t'entend micro pas. est fermé. Voilà, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Ben, je m'excuse, j'arrive en retard. Du coup, ma question, peut-être qu'elle a déjà eu une réponse avant. Voilà, en fait, on protège les cavités de reproduction, mais comment est-ce que dans les parcs naturels, on peut bien intégrer aussi la protection des biotopes de chasse autour de ces cavités?
Nous sommes en révision de charte. Et est-ce que, voilà, il y a d'autres parcs aussi qui se posent la question et qui intègrent potentiellement la préservation de ces habitats de charte dans les plans de parc et les chartes des parcs. Nous, en tout cas, je peux parler pour le PNR du Haut-Languedoc. Ça peut se travailler par les documents d'urbanisme, d'une part. Euh, on a des PLU qui sont en cours où on essaye de mettre en zone naturelle ou non urbanisée les habitats de chasse. J'ai aussi en tête pour le coup un APB sur une autre cavité qui est encore en cours de réflexion, mais où là, typiquement, je me pose plus de questions sur prendre un périmètre plus large que simplement la cavité pour inclure aussi des habitats de chasse alentour, même si après on peut pas faire un APB sur des milliers de mètres carrés de kilomètres carrés pour les habitats de chasse. Pour nous, ça passe principalement par les documents d'urbanisme, je dirais. Oui, du coup, voilà, les inscrire dans les documents graphiques des chartes des parcs, ça permet ensuite, après, de les transcrire dans les documents d'urbanisme. Mm. Voilà, du coup, il y a une question en fait sur ce mode de transcription qui se pose, notamment ouais, pour les parcs qui sont en renouvellement de charte. Nous, Voilà. on est aussi en révision et on est en train de faire des zonages, donc les zones d'intérêt écologique Oui, majeures, voilà. qui sont qu'aujourd'hui on a décidé de croiser aussi avec les enjeux paysagers pour plus de cohérence aussi, parce que souvent les enjeux se croisent, et donc peut-être s'appuyer sur ces zonages-là. Voilà, ça pourrait peut-être être intéressant d'échanger un peu sur ce thème et peut-être aussi avec le SEN, animateur du PRAC, pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler cette question. Parce qu'après, ça implique du coup peut-être des positions par rapport à des gros aménagements. Je pense notamment aux ENR voilà, des créations d'aménagements de grosse ampleur qui peuvent transformer les habitats de chasse autour des cavités. Je pense qu'effectivement, la discussion mérite un peu plus de temps Oui. et de réflexion. Mais du coup, dans le mail que je vous envoie en suivant avec les présentations, vous aurez les coordonnées de l'ensemble des participants et des intervenants aussi, donc notamment du SEN, Émile. Donc, si vous, voilà, je vous engage à reprendre contact ensuite pour en discuter un peu plus, de façon plus approfondie. Et il reste 2 questions et 1 minute. Enfin, on va peut-être dépasser un petit peu aujourd'hui. Donc, du coup, Camille et ensuite Julien. Ça va être rapide. Donc, Cyrielle, la PPB, c'est vous qui l'avez rédigée et après, vous l'avez soumis à la DDT et à l'OFB, c'est ça? Oui. Alors Ok, non, d'accord. non. Nous, on a rédigé la note technique Ok. sur lequel la DDT s'est appuyée pour rédiger un premier jet d'APB, en fait. Et ensuite, c'est le groupe de travail là dont je parlais, où on s'est tous réunis pour relire ce projet et soumettre des modifications ou des échanges, en tout cas, sur Ouais. ce qui est vraiment proposé dans l'APB. Ok, d'accord. Parce que typiquement, moi, je dois en rédiger un pour une grotte. Et je me demandais si, et du coup, pour le coup, c'est moi qui dois le rédiger, mais je le transmettrai quand même à la DDT et à l'OFP. Mais est-ce que ce serait possible que tu m'envoies le projet? Ça peut peut-être m'aider à la rédaction. Ouais, bah, je demanderai à la DDT Oui, si c'est OK, mais je pense qu'il n'y a pas de oui, souci. oui, oui. Ok, super, merci. Je Tout note. le monde est en train de demander effectivement la note dans le Ah, chat. euh, Est-ce qu'il est je possible? pense que oui, je demande si c'est possible. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais Ce que je fais, c'est que je l'envoie pas moi maintenant, mais tu auras les coordonnées de tout le monde et si la DDT du coup dit qu'il n'y a pas de souci, tu pourras faire le transfert de la note ouais. à l'ensemble des. Après, si je la transmets, bon, voilà, ce sont il y a quand même des données confidentielles, hein, notamment par rapport au gîte, aux enjeux, etc. Donc, c'est vraiment pour le document de travail à pas divulguer, quoi. Merci Cyrielle. Et Julien, du coup, pour la question finale.
Et juste pour compléter les propos de Cyrielle au sujet de la PPB, bon, c'est question de sémantique quelquefois, mais compte tenu que pour la plupart d'entre nous sommes gestionnaires ou animateurs de sites Natura 2000, quelquefois dans les discussions qui sont susceptibles de cristalliser certains acteurs, il est bon quand même de faire voir que bon, nous en fait on est là, mais surtout pour apporter le volet connaissance vis-à-vis de notre mission de maintenir les effectifs de chiroptères ou d'améliorer l'état de conservation de ces espèces. La chance qu'on a enfin, à la DDTM pour avoir mené un APPB sur le site aqueduc de Pézenas très récemment, c'est que la DDTM, pleinement dans son rôle, parce qu'on a une demande particulière d'une agricultrice assez véhémente, il a bien tenu le rôle. Par contre, il faut juste qu'on s'accorde sur les choses. C'est que, comme le disait Cyrielle, nous, on rédige la note justificative, mais la PPB, c'est l'État qui le porte. Même si en définitive, on sait très bien que c'est nous qui sommes à la manœuvre, mais ne pas obliger qu'en gros, il y ait une entête État et qui nous permet justement bien souvent de jouer le matelas quoi, pour éviter que tout ce qu'on prône en comité de pilotage depuis des années, à savoir la concertation, la conciliation, quelquefois, quand on arrive avec un volet réglementaire qui est nouveau pour Natura, là, du coup, là, les gens, ça tique un petit peu. Donc, dans les discussions, ouais, bien entendu, comme le disait Cyrielle, aller rencontrer les maires, parce que si c'est pas obligatoire, dans tous les cas, sachez que l'État, souhaitant jouer le rôle de la concertation, il consultera nécessairement l'avis des conseillers municipaux et aussi de la Chambre d'agriculture. Donc, l'idée, voilà, avant que ça passe là, comme vous le faites très bien, hein, les comités de gestion, ça permet justement d'initier ces idées, d'en discuter avant qu'ils ne reçoivent un projet tout ficelé, quoi. Mm. Oui, nous, quand on a lancé le projet, c'est vrai que la DDT s'est quand même vraiment intéressée de est-ce qu'il y avait eu des réunions de concertation en amont, Mm. etc. Que ça sorte pas, enfin, que ça sorte pas du chapeau du jour au lendemain, quoi. Ouais. Même si dans les faits, ils nous rappellent très souvent, non, mais on peut l'imposer. Ouais, ouais, c'est Et ça. dire, C'est la facilité qu'a l'État, mais par contre, voilà, c'est pas la nôtre. Après, nous, leur dire juste, Mm. voilà, leur faire comprendre notre position. Donc, je veux dire, on a les mêmes interlocuteurs, hein, puisque à la DDTM de l'Hérault, c'est les mêmes qui ont travaillé sur ce sujet-là. Maintenant, ils savent. On a essuyé les plâtres une fois. Voilà, chacun son métier, les vaches seront bien gardées, comme on dit. Et quelquefois, c'est vrai que c'est plutôt agréable quand il faut trancher, que ce soit eux qui le fassent plutôt que nous, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai même eu des discussions où clairement, je disais, vous savez, clairement, je dis, l'APB, il pourrait être juste imposé. Et Mm. on a vraiment cette volonté de concertation et de transparence, quoi. Mm. Et du coup, bon, ça les fait un peu réfléchir et ils se disent, oui, bon, c'est vrai que c'est plutôt une démarche qui est OK, quoi. Ça fonctionne toujours mieux, effectivement, quand c'est pas imposé quand même. Oui. Mais ça prend beaucoup plus de temps et Mm. Et après, au niveau de la diffusion, c'est vrai que c'est une bonne question de poser la question à la DDTM. Enfin, moi, dernièrement, j'ai échangé avec Lise, qui je crois vous a passé notre exemple, Oui. Guénégan de l'OFB. Si toutefois il n'y a pas de souci, enfin, moi, tu peux diffuser ce que Lise t'a transmis pour nous, hein. Il n'y a pas de OK. problème. Moi, je vais quand même demander par Mm. principe, quand même, mais... super. Merci beaucoup. On arrive du coup Merci à vous. à la fin de ce café. Donc, comme je vous disais, je vous envoie le mail avec les présentations, puis l'ensemble des ressources qui ont été mises dans le chat. D'ailleurs, merci David d'avoir amendé le chat avec un certain nombre de documents. Vous aurez du coup les adresses mail de l'ensemble des personnes qui ont participé aujourd'hui et des intervenants. J'en profite pour faire un petit placement de produits. Nous arrivons en fin 2025, en fin de cycle d'animation pour le réseau. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, on a lancé un petit questionnaire sur un petit peu, voilà, questionnaire bilan sur l'animation du réseau et aussi sur la territorialisation de la stratégie aire protégée. Et donc, nous avons absolument besoin que vous remplissiez ce questionnaire, même si ça vous prend un tout petit peu de temps. C'est pour une meilleure programmation sur les 3 prochaines. Voilà, ça va nous aider à faire une programmation plus à même de vos attentes sur les années futures. Voilà, donc on vous remet le lien aussi dans le mail. Et Sophie l'a mis dans le chat aussi également, je crois, si je ne me trompe pas. Donc encore, merci beaucoup Cyrielle et merci beaucoup Émile pour votre temps et pour ces super présentations.
et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Au revoir à tous. Bonne journée. Merci. Merci, bonne Au journée. revoir. Merci. Au revoir. Bon, merci. Au revoir. Merci.